Alors, je suis très heureux d'accueillir nos deux étudiants engagés qu'on a sollicités, Esteban et Lucie, et puis Julie. Donc, je vous invite à me rejoindre, à vous installer. Je vais dire quelques mots sur cette séquence. Alors, Lucie est étudiante en 5 GEN, elle est élue au CA, c'est assez impressionnant, présidente de l'ADCIL, l'association des élèves citoyens de l'INSA. Elle participe au comité des DRS, elle est animatrice de fresques, enfin donc, voilà un profil d'étudiante particulièrement motivée sur ces sujets. Esteban Vessière, également en 5e année GEN, donc génie énergétique environnement. En césure, licence pro de communication avec des logiciels libres. Bon, c'est un peu atypique. Membre de l'association ALTES. ALT. Alors, ALT, ça veut dire Alternative écologique engagée et soutenable. Esteban est aussi membre du Grand 3E, groupe d'animation de transition énergétique, écologique et environnementale, qui est l'un des finalement groupes qui anime l'une des transitions de l'INSA, élu au conseil de département GEN, enfin voilà, et secrétaire de l'ADCIL également, même association. Donc voilà, deux profils d'étudiants. On les a sollicités, ces étudiants, parmi un groupe qui avait participé à une délégation qui a pris la parole lors de la COP régionale. C'est quand même assez remarquable d'avoir des étudiants qui sont invités pour prendre la parole face au ministre et au président de région. C'était en décembre dernier. Julie Pasquet est une activiste. Notre souhait était donc de réunir autour de la table des étudiants engagés et une activiste. Alors Julie Pasquet, elle est diplômée de Sciences Po Toulouse, engagée dans différentes associations étudiantes dans son parcours, notamment, j'ai noté, présidente de Together for Earth entre 2020 et 2022. Alors Together for Earth, c'était un regroupement d'associations, si j'ai bien compris, d'associations engagées pour la transition écologique. Vice-présidente du RESES, c'est pas rien non plus. Et aujourd'hui, du coup, professionnellement, facilitatrice, intelligence collective et cofondatrice du Bruit qui court, dont vous avez peut-être entendu parler. Le Bruit qui court est une communauté d'artivistes, donc Julie nous en parlera peut-être, mais artivistes, c'est-à-dire artistes et activistes. Alors, quelque part, l'intention que nous avions en invitant ces étudiants et activistes, c'était de poser la question quel regard vous portez sur les enjeux de transition écologique et sociale, et puis quel message vous avez envie de faire passer à une assemblée INSA pour la transition écologique et sociale. Challenger un peu et puis nous bousculer peut-être, en tout cas nous stimuler pour que les propositions de l'assemblée soient à la hauteur des enjeux, soient à la hauteur quelque part des attentes de jeunes étudiants ou jeunes diplômés particulièrement sensibles et particulièrement connaisseurs des enjeux de transition écologique et sociale. Alors, je vais vous laisser la parole. Il y aura donc un temps où vous allez vous exprimer à votre guise. Et puis ensuite, il y aura un temps d'échange où on fera passer le micro et vous pourrez donc interagir, poser des questions, réagir. Et voilà, on a environ 3 quarts d'heure. Je vous laisse la parole. Bonjour. Du coup, on a préparé cette intervention avec 2 autres étudiants qui ont participé à la COP régionale. Et j'aimerais commencer par une petite histoire d'une étudiante qui allait rencontrer un de ses professeurs du lycée pour lui donner des nouvelles. Elle lui a parlé de l'Assemblée INSA, elle lui a parlé des changements qui ont eu lieu au restaurant, elle lui a parlé du module être, elle lui a parlé de diverses initiatives de l'INSA en matière de transition. Le professeur était curieux et assez admiratif. Il ne savait pas que l'INSA se voulait précurseur dans ces enjeux. L'étudiante était fière de lui annoncer cela. Mais elle n'a pas choisi l'INSA par hasard. Elle a choisi une école qui dit former des ingénieurs ouverts sur les enjeux de la société,
des ingénieurs humanistes. Qu'est-ce que... Et du coup, en tant qu'étudiant, quelles sont nos attentes de la part de l'INSA en matière pour répondre aux enjeux actuels? Il y a 3 ans, je m'étais déjà posé cette question. Et la première chose qui me venait à l'esprit, c'était de décloisonner un peu les disciplines, de les rassembler davantage. Parce que j'ai l'impression que les enjeux actuels sont tellement compliqués qu'on ne peut pas faire du cas par cas. Je demandais aussi plus de cas concrets. J'avais l'impression que l'INSA faisait déjà beaucoup pour nous rendre conscients des problèmes actuels, grâce à l'introduction du module être à ce moment-là, mais qu'on avait envie peut-être d'être un peu plus tourné vers ce qui était possible de faire, vers quelles solutions envisager. Pas du technosolutionnisme, mais peut-être plus comment mettre en place une transition. Aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que j'aimerais que la formation nous apporte, c'est peut-être de comment faire pour que d'autres avancent avec nous. Comment faire avancer ceux qui veulent avancer moins vite, finalement. C'est certainement quelque chose de long à apprendre, quelque chose qui résonne avec ce qu'on vit en tant qu'individu dès qu'on est conscient des enjeux. Ça peut être très compliqué de mettre en place tout simplement le tri sélectif avec ses proches, mais en tant qu'ingénieur, c'est d'autant plus important. Comment faire pour faire que nos entreprises, nos clients prennent des mesures, peut-être pas les plus simples ni les moins chères, mais en prenant en considération d'autres enjeux. Et pour ça, peut-être qu'en tant que futur ingénieur, il nous faudrait discuter, présenter des projets à d'autres que nos pairs ou nos professeurs. Peut-être aussi qu'il existe quelques astuces, comme prendre en considération ses émotions et celles de son interlocuteur. Et ceci nous amène à ce dont veut nous parler Esteban, les humanités. L'INSA forme des ingénieurs humanistes, en tout cas ça c'est ce que dit la plaquette. Mais en fait, quand on pose la question à d'autres étudiants, on voit que le résultat il est plus mitigé, parce que pour certains, ça ne sert pas à grand chose, et puis pour d'autres, ça ne va pas assez loin. Et c'est un constat que j'ai pu partager moi avec plusieurs amis, c'est que les humanités à l'INSA, donc on peut considérer les langues, on peut considérer le cours de culture, sciences et société, des fois même on va même jusqu'au sport, c'est pas vraiment considéré comme des matières à part entière par beaucoup. Là où les sciences et techniques, ça peut induire par exemple des rattrapages ou des redoublements. C'est pas le cas des humanités. Alors moi, je suis pas là pour dire non, mais il faut rajouter de la charge aux étudiants. On veut qu'ils aillent en rattrapage. Non, mais c'est juste de faire prendre conscience aussi que les humanités, elles ont pleinement leur place à part entière dans la formation. Et moi, pour moi, ça se ressent aussi par rapport au caractère un peu superficiel de la manière dont c'est enseigné, parce que du coup, j'ai l'impression qu'on on nous vend d'aller en profondeur dans des sujets, mais en fait, on te fait couvrir des tiroirs, et du coup, ça frustre ceux qui voulaient vraiment aller loin, et pour ceux qui eux, voulaient pas aller loin, voulaient rester sur des trucs superficiels, ils se sentent pas bien non plus, parce que du coup, ils vont déjà trop loin par rapport à ce qu'ils voudraient. Et pourtant, aujourd'hui, l'ingénieur INSA, il semble confronté à un monde en pleine mutation. On est loin de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale des années 50-60. On est loin aussi de la période de l'âge d'or industriel sur la fin du XXe siècle où production. Là, aujourd'hui, on est dans un monde qui est frappé par le changement climatique et du coup, dont les politiques elles peuvent être diverses et variées. Et nous, comme on est des décideurs intermédiaires en tant qu'ingénieurs, on doit être capable d'apporter des réponses techniques à des décideurs politiques, et on doit aussi être capable de transmettre une réponse politique à des gens qui ont vraiment un profil technique. Et dans ce contexte, pour nous, il nous semblait important d'avoir une analyse plus profonde de l'actualité, qu'elle soit technique ou politique. Et on pense que ça ne devrait pas forcément que se passer à travers des cours des humanités, parce qu'en fait, la science en elle-même, c'est un outil, mais la façon de l'utiliser, c'est pas neutre. Et on voit bien qu'il y a des découvertes scientifiques, il y a une histoire technique, et que c'est dû en partie à des décisions politiques. Donc c'est aussi
mieux de comprendre d'où on vient pour savoir mieux comment on va réaliser la suite. Et un autre point important, c'est évidemment le point incontournable des partenariats, alors que ce soit des partenariats industriels, des partenariats avec d'autres écoles, des partenariats avec des associations, tout genre de partenariats finalement. Moi, lors de la réunion Intergrand, j'avais du coup eu l'occasion de discuter de ça un peu plus avec, avec des acteurs institutionnels. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir en discuter tout le temps comme ça avec plus des membres de la direction ou de l'administration. Et en fait, il y a beaucoup de problématiques. Mais pour autant, je pense qu'il faut quand même qu'on adopte une ligne ferme sur les enjeux de transition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nouer des accords avec des gens qui n'auraient pas envie de jouer le jeu. Effectivement, on ne peut pas nouer des accords avec que des structures parfaites, parce que ça n'existe pas. Tout le monde est actuellement en transition, mais il faut quand même qu'on soit exigeant sur d'accord, il faut qu'on avance en matière de transition. Moi, ça m'amène aussi à une question, c'est pourquoi, du coup, à l'INSA, nous, on a des parcours qui sont complètement différents. Enfin, à mon sens, chaque ingénieur INSA a son propre parcours parce qu'il peut faire, il y a plein de sections, il y a plein de filières, il y a plein d'associations, enfin, il y a plein de manières de s'épanouir à l'INSA et d'apprendre des choses de manière différente. Et comment, du coup, ça se fait qu'on se retrouve à plus de 90% dans le privé, en tout cas c'était les statistiques de 2022, finalement, alors qu'on a des diversités de structures qui peuvent être dans le public ou qui peuvent être aussi dans des associations ou des organisations non gouvernementales, qui fait que du coup, bah là, ça ne reflète pas finalement cette diversité. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas finir dans le privé, hein, c'est bien aussi de finir dans le privé, mais c'est juste que 90%, pour moi, il y a une disproportion. Et c'est pareil, comment se fait-il que du coup dans cette même enquête, alors bon, j'ai pas pris celle de 2023, j'ai vu qu'elle était sortie hier, mais du coup le second critère plébiscité par certains étudiants de département dans le choix de leur emploi, c'est le montant du salaire. Et surtout pourquoi la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est toujours l'avant-dernier critère. Ça vient juste après l'absence d'autres alternatives en termes d'emploi. Donc, ça reste quand même loin dans les rangs. Personnellement, je ne suis pas choquée par le chiffre qu'a dit Esteban, mais quelque chose dont on est beaucoup à se demander, c'est quelle va être notre place en tant qu'ingénieur dans la société. Où se mettre, où aller, que faire. Et finalement, on est beaucoup à être un peu perdus. Est-ce que l'école ne peut pas un peu nous aider? Et même au sein de l'INSA, finalement, comment s'engager, que faire? Comment dégager du temps pour pouvoir s'engager, même comment faire des projets qui nous paraissent utiles. C'est quelque chose qu'on se demande aussi. Et puis dans une ère où du coup le chacun pour soi, ça semble un peu favorisé, où en fait on valorise vraiment la carrière personnelle, et où finalement on a des entreprises ou des laboratoires qui se battent avec des brevets, avec des droits d'auteur. Pour moi, ça semble important qu'aujourd'hui on remette aussi le collectif sur la table, parce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas réaliser nos objectifs sans le collectif. D'ailleurs, c'est un peu la raison de cette assemblée, on est tous là, on est là en train de former un collectif. Mais je ne parle pas juste du collectif INSA, mais plus globalement du collectif humain, celui qui dépasse l'échelle de la ville, l'échelle du territoire, l'échelle des pays. Et en fait, même si on entend que la compétition, ça incite à se développer, à s'améliorer toujours, ça devient délétère quand il s'agit de faire de l'obstruction. Il y a aussi des mesures assez simples qu'on peut entendre, notamment si on discute avec des GEN, comme pouvoir partir en mobilité internationale de manière plus décarbonée, en ayant plus de temps pour pouvoir envisager son voyage. Au final, il nous a été difficile de choisir de quoi parler aujourd'hui, mais nous avons confiance en l'Assemblée pour produire des mesures et nous avons hâte de les voir se concrétiser. Merci de votre attention. J'enchaîne, merci beaucoup. Ça me parle énormément tout ce que vous venez de dire. Enchantée à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Julie et mon métier, c'est d'être activiste.
souvent quand je dis ça, les personnes me disent « Ah bon, c'est un métier ». Moi, je pense que c'en est un, et c'est de ça que je viens vous parler de ça aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout ingénieure, pour le coup, donc je viens aussi avec ma casquette qui n'a pas fait une école d'ingénieur, et je trouve ça intéressant aussi de pouvoir m'adresser à vous en n'étant pas de ce genre d'école. Moi, j'ai fait un double diplôme à Sciences Po et en école de commerce. D'autres écoles qui ont aussi beaucoup de chemin à faire sur les questions de transition, évidemment. Et je suis venue vous parler aussi un peu de mon parcours. Moi, j'ai commencé à m'engager quand j'étais étudiante, donc ça me touche aussi beaucoup de revenir là et de revoir les bancs d'un amphi. Pendant mes études, du coup, moi, j'ai fait ma bascule écologique. Je me suis un peu pris cette claque de ce qui nous arrive dans la tête dans le futur. Et exactement comme vous venez de le dire, ce que j'ai trouvé dans le monde étudiant, c'est des collectifs, c'est des associations, c'est beaucoup de force, énormément d'engagement collectif qui m'a permis en fait de me dire moi c'est cette voie en fait que je veux avoir. Je me souviens moi j'ai fait partie un peu de la génération 2019 avec les marches pour le climat, Greta Thunberg, les grèves tous les vendredis, ça doit peut-être vous parler. Moi je faisais vraiment partie de cette génération d'étudiants au moment où j'ai mis les pieds dans la rue et j'ai vu qu'on était des centaines, des milliers partout. Ça a fait quelque chose en moi, ça a été vraiment très puissant et je me suis dit je ne vais plus jamais m'arrêter de faire ça, il y a trop d'enjeux. Et donc, j'ai milité dans des associations étudiantes, comme on parlait tout à l'heure, le réseau Together for Earth, qui rassemblait des associations étudiantes engagées sur les questions de transition un peu partout en France. Et l'idée, c'était de regrouper dans certaines villes des associations étudiantes de différents campus. Donc, en fait, par exemple, moi, à Toulouse, on allait chercher les associations qui étaient du coup des écoles d'ingénieurs, de Sciences Po, de l'université. Merci. Pour les mettre autour de la table et pour que cette diversité soit aussi fertile pour la suite. Et ensuite, je me suis engagée dans une autre association qui s'appelle le RESES, que vous connaissez peut-être, qui est le réseau étudiant pour une société écologique et sociale, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de l'enseignement supérieur et de comment, à cette époque-là, on voulait rendre obligatoire les cours sur la transition dans l'enseignement supérieur. Donc on s'est beaucoup battu, on a fait beaucoup de plaidoyer avec les ministères pour essayer de faire changer les établissements. Et sincèrement, moi, là, depuis, ça fait 4 ans maintenant, 4-5 ans, j'ai vraiment vu une évolution. Et venir ici et voir ce genre d'assemblées qui se construisent dans des écoles, ça me donne beaucoup d'espoir et ça m'enthousiasme beaucoup. Donc je voulais aussi vous remercier chacune d'entre vous de donner du temps et de l'énergie pour ça et de tester des nouveaux formats aussi de gouvernance tels qu'une assemblée. Et pour finir sur mon parcours, donc après tout ce schéma-là, je n'étais plus étudiante, mais j'ai voulu continuer à m'engager et du coup j'ai créé un collectif qui s'appelle Le Bruit qui court. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de nous, mais on est un collectif d'artivistes. Donc souvent les gens me disent des artivistes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on est à la fois des artistes et des militants-militantes et on utilise l'art sous toutes ses formes pour faire passer des messages et pour militer et s'engager autrement, notamment en venant mettre du beau, de l'esthétique et des émotions. Et ça c'est aussi un sujet dont j'aimerais vous parler et c'est pour ça que ça fait lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Et donc là, c'est mon engagement en fait à temps plein de faire en sorte qu'il y ait des artistes qui se forment au militantisme, des militants-militantes qui se forment aux arts pour militer autrement et pour aller gagner la bataille culturelle et aussi des batailles politiques à travers cette nouvelle forme d'engagement. Et du coup, quand Nicolas m'a contactée et m'a dit il va falloir que tu secoues peut-être un petit peu l'Assemblée ou en tout cas que tu viennes dire ce que tu as envie de dire à des ingénieurs. Moi, il y avait 3 éléments, et il y a un peu 3 constats que j'ai envie de vous partager, et choses que j'ai envie de partager avec vous. Le premier, ça revient avec mon parcours, c'est la force incroyable, et pour moi, la puissance qu'ont les étudiants et les étudiantes aujourd'hui. Moi, mon engagement, il est né dans ce milieu-là, et ces quelques dernières années, je les ai vus déplacer des montagnes, et je crois énormément à la force des étudiants et des étudiantes pour faire bouger les choses, à la fois leurs établissements, mais aussi les pouvoirs publics. Voilà, et je suis allée notamment chercher des chiffres qui viennent du RESES, qui organise du coup une consultation nationale étudiante. Je ne sais pas si vous savez, mais tous les 3-4 ans, ils font une grande consultation auprès des étudiants pour connaître leurs attentes sur les questions de transition écologique et sociale. Là, la dernière est sortie en 2023, et c'est du coup une consultation sur près de 14 000 étudiants. Donc c'est quand même une grosse population, dont pas mal d'étudiants en école d'ingénieurs. Je crois que c'est 10% de ces étudiants-là. Et juste pour vous redonner quelques chiffres qui pour moi sont vraiment parlants et qui j'espère vont aussi vous guider dans vos décisions, qui sont que 70% soutiennent du coup les causes évidemment écologiques, et à peu près 20% qui se déclarent militants-militantes dans ces étudiants-là, donc c'est quand même une proportion. Il y en a 7 sur 10 qui veulent être plus formés sur ces enjeux. Il y en a 76% qui considèrent que la formation et l'éducation, c'est une des solutions les plus efficaces contre le réchauffement climatique et contre les dérèglements climatiques. Ça passe par la connaissance, donc 76%.
43% qui estiment que leur formation ne les prépare pas suffisamment à ces enjeux-là, ils ne sont pas assez prêts et prêtes. Et enfin, le dernier qui me parle particulièrement, 77% pensent que les intérêts de la population étudiante ne sont pas assez pris en compte par les pouvoirs publics sous toutes leurs formes. Voilà, et du coup pour moi c'était important de remettre ce premier constat, de s'appuyer sur les étudiants, de les écouter. Moi j'ai eu plein de moments, je me rappelle, pendant mon militantisme où je me suis pris un peu des murs en mode bon, bah, vous êtes des étudiants en fait, nous on sait décider, on a le pouvoir, on verra plus tard ce que vous en pensez. Au contraire, moi je pense que c'est cette collaboration et notamment un espace tel que vous l'avez créé ici qui permet des choses beaucoup plus fertiles en coopération avec les étudiants. Parce que moi je pense que sans eux on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ça c'est mon premier constat. Le deuxième constat que je veux vous partager, c'est que je pense que vous allez avoir besoin de beaucoup de courage. Et moi je crois beaucoup à cette notion du courage. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi du courage, en tout cas selon moi? Le premier, c'est le courage d'assumer les responsabilités qu'ont eues les ingénieurs dans le passé sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Moi, je pense que déjà faire le constat, ça va pour les ingénieurs, mais ça va pour toutes les parties prenantes, évidemment, mais en tout cas, en tant qu'ingénieur, de prendre la mesure de la responsabilité que vous avez sur les questions de réchauffement climatique, d'avoir potentiellement aidé de l'industrie fossile à continuer à créer des forages de pétrole et j'en passe. En fait, les ingénieurs ont une responsabilité particulière sur le fait qu'aujourd'hui, on a une trajectoire à plus 3 degrés d'ici 2100. Et ça, pour moi, c'est être courageux aussi que de dire on a été responsable, on l'est encore aujourd'hui, comment on fait demain? Ça, c'est un peu la première forme de courage dont je voulais parler. La deuxième, pour moi, c'est le courage de questionner véritablement les compétences avec lesquelles les étudiants ressortent de ces écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, le bagage avec lequel ressortent les étudiants des écoles d'ingénieurs, est-ce que c'est véritablement celui qui va servir la société demain? Et moi, je me pose vraiment la question. Je ne suis pas en école d'ingénieur, donc j'ai évidemment pas toutes les réponses, mais de dire, ça va être courageux de se dire, bah en fait, il faut peut-être repenser des modèles, parce que demain, au vu des enjeux, il va falloir typiquement, dans la rénovation thermique des bâtiments, il va falloir des millions d'emplois, et bien, il va peut-être falloir orienter beaucoup plus vers ces modèles-là, vers les questions de sobriété. Et du coup, est-ce que les étudiants qui ressortent ont ces compétences? Juste pour une petite anecdote, moi, j'ai beaucoup d'amis très engagés qui sont engagés pendant leurs études, qui étaient dans des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui font un métier d'ingénieur. Littéralement aucun. Et ils nous disent, en fait, je suis ressortie avec... en fait, je n'utilise pas du tout les compétences que j'ai utilisées. J'aurais voulu aussi avoir des compétences manuelles, parce qu'on va avoir besoin de ça. Des compétences qui sont beaucoup plus en phase avec la situation du monde. Et enfin, la dernière forme de courage, pour moi, c'est le courage aussi de, à la fois, pouvoir renoncer. C'est dur de renoncer, mais je pense qu'à des moments, il faut le faire. Et vous parlez tout à l'heure des partenariats, et c'était aussi l'exemple que je voulais prendre. Comment, parfois, on est courageux et courageuse en renonçant à certaines choses, même si c'est dur. Et de l'autre côté, comment on est courageux, courageuse en amenant de la coopération, et de la véritable coopération entre les parties prenantes, en mettant du lien. Et comment on met de la coopération pour faire face à la résistance au changement, on en parlait justement avec Nicolas tout à l'heure, face à toutes ces transitions. Donc voilà, ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêts et prêtes à être courageux et courageuse? Et est-ce que l'INSA et vous, en tant qu'aussi personne, en tant qu'ingénieur, ou de l'administration, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à avoir ce courage-là? Et le troisième constat, et je finirai là-dessus pour moi, c'est qu'il va y avoir besoin de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, et on va aussi, avec ça, avoir besoin énormément des émotions. Et là, vous l'avez aussi parlé, donc ça fait une super transition, mais moi, j'ai créé le collectif Le Bruit qui court parce que je pense que les pratiques artistiques, elles viennent toucher profondément les émotions. Et de ce que j'ai vu là dans mon parcours, on a besoin d'avoir du rationnel, on a besoin d'avoir des chiffres, on a besoin d'avoir les rapports du GIEC, on a besoin d'avoir les constats, mais ce qui met en mouvement les gens, c'est d'aller toucher dans le cœur et dans les tripes. Et ça, pour moi, du coup, l'art peut le faire, mais il y a 1000 manières de le faire. Et aller chercher ces émotions, c'est ce qui nous met en mouvement. Et du coup, j'ai aussi envie de vous demander, quelle est la place de ces émotions? Quelle est la place du sensible? Quelle est la place de tout ça dans ce que vous faites au quotidien? Et de la même manière, pour moi, ces émotions, elles vont aussi permettre de se connecter à ces nouveaux récits et ces nouveaux imaginaires dont on entend beaucoup parler. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivaine Nancy Houston, qui a écrit un livre qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Et elle explique, Nancy Houston, que la spécificité des êtres humains comparés à toutes les autres espèces, c'est qu'on se raconte des récits. C'est qu'on se raconte des histoires.
On est des êtres très faibles, globalement, donc en fait on se réunit et on se raconte des histoires pour pouvoir survivre. Le problème, c'est que le récit majoritaire et le récit dominant depuis des siècles, c'est le récit du contrôle et le récit de la supériorité de l'être humain. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin de re-questionner, évidemment, fondamentalement ce récit au vu du fait qu'on va dans le mur, et du coup d'inventer d'autres voies. Et je vois aussi des récits dominants aujourd'hui qui existent, le récit capitaliste et de la consommation. La consommation, c'est le bonheur. Avoir un SUV plus tard, c'est merveilleux et c'est génial. Ou travailler chez Total Energy pour forer du pétrole, c'est splendide. Il y a le récit technosolutionniste. Les technologies vont nous sauver. De toute façon, on va finir par trouver une solution. Il y a aussi un récit pour le futur qui est un peu le récit apocalyptique. Ça va être l'effondrement, on va tous mourir, on ne peut plus rien faire. Moi, j'aimerais vous demander, c'est quoi l'autre récit? C'est quoi l'autre récit qu'on écrit ensemble pour donner à voir ce à quoi ça pourrait ressembler si on s'y met vraiment? C'est quoi ces nouveaux imaginaires? Comment est-ce qu'on arrive à se projeter? Comment est-ce qu'on arrive à essayer de gagner cette bataille des idées et montrer que la sobriété, c'est beaucoup plus stylé que ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que c'est ça, en fait, la vraie question. Et du coup, j'aimerais aussi vous questionner sur c'est quoi le nouveau récit des ingénieurs demain? Ça ressemble à quoi des ingénieurs demain? Ça ressemble à quoi une école d'ingénieurs demain? Est-ce que ça s'appellera école d'ingénieurs encore? Est-ce que ce ne sera pas autre chose? Et de vous ouvrir du coup un peu les possibilités de pouvoir rêver, je crois énormément au rêve aussi, pour pouvoir imaginer des futurs plus souhaitables et plus soutenables. Donc voilà, donc je finirai avec ça, votre capacité à être courageux et courageuse et votre capacité à essayer de rêver pour écrire ces nouveaux récits, parce qu'on aura besoin évidemment de vous pour que ça fonctionne. Merci Lucie, Esteban et Julie. J'espère que vous avez eu un boost là de... On y va. Un petit temps d'interaction pour poser des questions, réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre. Donc vous levez la main, je vous fais passer le micro. Ouais. Je tiens à passer le micro parce que comme on fait la captation vidéo, pour pouvoir rendre disponible et entendre pour les autres, c'est important que vous parliez dans le micro. Merci pour vos récits, vos témoignages. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais des questions qu'on se pose en tout cas au niveau de la formation, je trouve, ou en tout cas que je me pose moi, c'est je pense qu'on a besoin quand même de gens qui sont spécialistes techniquement de tout un tas de choses. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin que l'intégralité de la promotion soit spécialiste des mêmes domaines. Et que finalement, parce que en fait, la question sous-jacente, c'est le temps qu'on a pour former les étudiants à des disciplines. Ce temps, toute la communauté enseignante a tendance à regretter qu'on a de moins en moins de temps pour former les étudiants aux sciences et techniques, parce que justement, il y a une partie de la formation qui est sur les humanités, il y a une partie de la formation qui est sur les enjeux environnementaux, etc. Donc on a l'impression que les étudiants ne font plus que survoler certaines disciplines, et donc on n'arrive plus à sortir des étudiants qui sont spécialistes techniquement de disciplines scientifiques. Donc ça, c'est finalement un compromis dont on a du mal à trouver le bon, quoi. Et peut-être que la réponse, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on arrive à former une diversité d'étudiants. Je ne sais pas. Et l'autre truc que je voulais dire, c'était que je pense que parmi tous vos amis qui sont ingénieurs et qui ne font pas un métier d'ingénieur aujourd'hui, peut-être... Enfin, je me demande des fois s'ils négligent pas aussi le fait que leur formation, elle les ait aidés à former leur cerveau, à raisonner, et que finalement le bagage, ils n'utilisent pas forcément le bagage technique super disciplinaire, mais qu'en fait leur formation, elle leur a quand même été utile. Ils ont l'impression de se servir de rien, mais en fait elle les a aidés à raisonner et à appréhender les problèmes, à structurer leurs pensées, etc. Voilà, c'est pas vraiment une question. Est-ce que vous avez envie de réagir? Moi, juste pour répondre à la dernière question, en fait, je retournerai la chose dans l'autre sens. Est-ce qu'en fait, on ne peut pas faire des enseignements de transition en continuant de développer ces capacités-là? C'est-à-dire que là, je comprends sur la partie technique, parce qu'en fait, malheureusement, du coup, si on imagine qu'on a un temps limité,
effectivement, on ne peut pas rentrer l'infini dans un temps limité. Par contre, si notre but c'est de former avant tout des gens qui sont capables de penser, qui sont capables de structurer les choses, dans ce cas-là, finalement on nous enseigne de la biologie, qu'on nous enseigne de l'énergétique, qu'on nous enseigne de la mécanique, qu'on nous enseigne de l'électricité ou qu'on nous enseigne comment mettre en place la transition écologique, pour moi, en fait, il n'y a pas de... on peut nous former sur les mêmes, on va dire, compétences. La seule chose, c'est évidemment sur le champ des connaissances, où là, on n'aura pas, évidemment, le même bagage. Et juste en effet pour compléter, c'est évident aussi que évidemment les écoles d'ingénieurs permettent aussi du coup de s'ouvrir et leur parcours leur a permis aussi de faire leur choix après futur. Mais moi ce que j'ai aussi remarqué en discutant beaucoup avec LE, c'est qu'ils ont aussi allé chercher cette ouverture d'esprit, ces compétences aussi sur les questions de transition dans des associations étudiantes. Très majoritairement, en fait, ils sont allés chercher ça ailleurs que dans leurs cours et dans leurs enseignements. Je ne dis pas que ça leur a pas apporté des choses, mais littéralement, 100% d'entre eux sont allés dans des collectifs, se sont engagés à côté pour aller chercher aussi en fait cette envie d'agir et cette envie de faire des choses. D'où le fait que je refais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure de la force des étudiants et de leur laisser l'espace aussi de créer des projets, de mener des choses, d'avoir des associations, parce que c'est ça qui a fait qu'ils ont fait leur choix de vie, quoi, principalement. Merci Julie. D'autres? Oui, Fabrice. Bonjour, merci pour cet échange. Moi, j'ai une question très simple et qui ne trouve jamais de réponse, parce qu'on est confronté à ça en permanence, c'est comment mobiliser les étudiants. On fait un événement festif, il y a 4% des étudiants qui viennent et c'est déjà un succès. Les associations INSA, alors peut-être que Julie, vous ne connaissez pas tout le fonctionnement de l'INSA, mais une grande partie du fonctionnement de l'INSA repose entre autres sur l'associatif étudiant, qui est défendu, poussé par l'administration, mais par les profs, etc. Ce n'est pas qu'une volonté d'étudiants, c'est aussi un modèle. Le modèle INSA, il faut aussi le garder en tête. Les associations INSA aujourd'hui sont en difficulté de par la désertion des élèves. On trouve beaucoup de ce qu'on appelle, nous, les orgas soft ou les consommateurs, mais ceux qui font vivre les assos, vous discutez avec les présidents d'associations, etc., ils n'arrivent pratiquement plus à recruter. Et ça devient très compliqué. Et là, par exemple, sur cette assemblée, on nous a expliqué au début que des gens ont été tirés au sort pour participer à l'assemblée, et que pour avoir un certain nombre d'étudiants, ça a été très compliqué. Parce que beaucoup d'étudiants qui ont été tirés au sort ont refusé de venir pour plein de raisons. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents avec nous pour échanger, discuter. Ça peut d'ailleurs être des étudiants qui sont d'accord sur la transition, qui ne sont pas d'accord. Des étudiants aujourd'hui aussi qui, dans un certain nombre de cours, nous disent le catastrophisme, on en a marre, parce que ça nous casse le moral. On est arrivé ici, on avait des espoirs, et on nous dit encore qu'on va tous mourir, ce qui est vrai. D'ailleurs, je vous annonce tous que vous allez mourir avant que l'humanité disparaisse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous qui sommes présents dans l'Assemblée. Mais voilà, tout ça me fait dire qu'il y a quand même une difficulté majeure aujourd'hui à mobiliser pour des petits enjeux, faire la fête, ou pour des grands enjeux, la transition, aussi notre jeunesse, comme nous les vieux, hein. Nous, on est aussi coupables que ça là-dessus. Mais là, j'ai absolument pas de réponse et on n'arrive pas à trouver la réponse. Donc, merci de nous aider. Oui, c'est une vraie question. Déjà, moi, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire, sur la question avec quelle énergie est-ce qu'on aborde ces sujets-là et avec quel type d'émotion. Nous, notamment au Bruit qui court, l'ADN sur lequel on a construit toute notre stratégie, toute notre théorie de militante, c'est la question de la joie militante. Et c'est montrer à quel point c'est kiffant, c'est joyeux, c'est trop bien de s'engager. Et littéralement, ça fait vraiment la différence par rapport à quelqu'un qui va utiliser majoritairement la colère ou la tristesse ou on va tous mourir demain. Et ce changement-là, même moi, je l'ai vu à mon échelle personnelle, en fait. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai eu ma phase de grande tristesse, ma phase de colère. Mes parents, quand je rentrais à la maison, c'était du conflit permanent. Et
quand j'ai fini par retrouver un peu ma joie et me dire en fait c'est peut-être cette énergie-là qui fonctionne mieux, il y a eu un shift et il y a eu un basculement très fort. Et moi je le vois au Bruit qui court, on récupère beaucoup de personnes qui se sont parfois pas du tout engagées, qui sont conscientes des enjeux ou qui se sont engagées ailleurs, qui nous disent en fait on a besoin de joie, on a besoin de moments, on a besoin de festifs, on a besoin d'aborder les choses aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est des bisounours et que qu'on n'est pas réaliste. Par contre je crois énormément à cette énergie-là. Et après, la deuxième chose sur, en effet, comment on fait, moi, je pense qu'il y a aussi un besoin de potentiellement réinventer certaines manières de transmettre les connaissances par rapport au changement climatique et de rendre ça un peu stylé. Parce que grosso modo, il y a des étudiants qui disent « Ouais, bon, sujet écolo, ça me saoule, ça va être de la contrainte, ça va pas être fun. » Voilà. Comment est-ce qu'on réinvente d'autres modèles? Moi, je le vois notamment dans des écoles de commerce où ce n'est pas le sujet préféré des étudiants, si on compare à la finance ou à d'autres sujets. On a essayé on a fait des simulations de COP qui ont été des moments hyper forts pour essayer de porter ces sujets-là. En tout cas, on essaie de réinventer des modèles. Moi, quand je donne des cours, c'est des cours que je change complètement, où je mets énormément d'intelligence collective, beaucoup de participatif, beaucoup de simulations, des questionnaires, des débats. Faites-les aussi débattre. Je ne sais pas à quel point il y a des espaces de débat à l'INSA, mais moi, ça, c'est aussi un truc qui est hyper important, de aussi leur donner la parole. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas à ces événements? De leur demander. Parce que en tout cas, d'avoir même des espaces pour questionner, vous en pensez quoi de ce monde-là, et potentiellement que ce soit dans des espaces de cours obligatoires qui va les faire dire ah potentiellement là j'ai fait ça, je m'y attendais pas et je vais peut-être faire un truc après. Voilà, là c'est ce que j'ai en tête pour répondre à la question. Après, il y a un élément de réponse pourquoi les étudiants ne viennent pas. Souvent, quand on leur demande, c'est un petit peu, ils sont fatigués de tout ce qu'on fait à l'INSA, ils ont plein de choses à faire. Et se dire, oh, je vais mettre de l'énergie à autre chose, alors que je pourrais tout simplement regarder tranquillement ma série, ben souvent, voilà, ça peine à faire avancer, à faire venir. Après, il y a des parties où c'est presque obligé d'y aller. On a toujours le jeudi après-midi de libre. Et donc peut-être que se dire c'est obligé d'avoir quelque chose à faire le jeudi après-midi, mais en même temps c'est difficile. C'est bien ce qui se fait en première et deuxième année dans les filières ASINSA. Il est possible de remplacer un cours par une association, je crois que c'est souvent humanitaire. Et est-ce que c'est quelque chose de bien ou est-ce que justement on ne pourrait pas essayer de rendre ça attractif en mode c'est joyeux d'y aller, ça nous apporte quelque chose, montrer vraiment que ça nous apporte. Après, c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu avec Esteban. Souvent, c'est d'essayer pour du coup les étudiants notamment, d'essayer d'attirer les gens, et c'est très compliqué. Donc, moi, j'aurais une dernière réponse de mon expérience personnelle, parce que du coup, j'ai pu aussi côtoyer des étudiants de différents INSA. Et en fait, je me rends compte aussi que le modèle VA à Lyon, il est très très bien parce qu'il permet de créer des associations très rapidement, mais aussi du coup des associations qui sont très spécifiques. Ce qui fait que là, par exemple, je prends l'exemple de HALT. HALT, qui est en fait la fusion de 3 associations écologiques qui sont fondées à peu près au moment des marches pour le climat, donc 2019, à part donc Objectif 21 qui était vraiment plus vieux. Mais on va dire qu'il y avait donc ISF Lyon qui était plutôt engagé sur la solidarité internationale. Il y avait Ingénieurs engagés, donc un collectif qui a été d'ailleurs monté directement depuis l'INSA, et donc Objectif 21, on va dire l'organisation historique sur les enjeux de transition écologique. Et la problématique de ça, c'est que dans la mutation des enjeux, en fait, tous se sont retrouvés à traiter des mêmes sujets, pas forcément tout à fait sur les mêmes facettes, et du coup, on perdait les gens. C'est-à-dire que les gens se demandaient, finalement, si j'ai envie de m'engager, je vais où ? Moi, en tout cas, j'ai ressenti la même sensation quand j'ai voulu m'engager dans des associations d'informatique en première année. Je suis allé voir le forum des associations techniques, et là, on me dit, il y a une association de cybersécurité, il y a une association de projets de programmation, il y a une association d'algorithmie. Finalement, où est-ce que je vais? Et c'est là où moi, j'ai rencontré des gens de l'INSA Toulouse. Et eux, ils me disent, nous, c'est simple. Nous, on a une méta-asso où en fait, on fait l'info, on a tout en même temps dans la même asso.
Et là, c'est pareil avec Alt. Du coup, on a réuni l'intégralité. Et en fait, du coup, ces gens qui, à la base, se disent je ne vais pas m'investir dans une des assos, parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien m'investir sur un peu tout, mais je sais que, du coup, si je veux m'investir sur un peu tout, il va falloir que je vienne et le lundi et le jeudi, et qu'en plus, je vais avoir des responsabilités différentes dans chacune des assos, ce qui, du coup, va venir, au contraire, complexifier la tâche. Et au final, je viens pas. Et au final, on a quand même, on est parti d'associations qui tournaient sur 3 à 6 membres pour la plupart, et au final, on termine quand même sur une association qui a plus de 20 membres et qui tourne pour le moment super bien. Et je lui souhaite que ça continue. Merci beaucoup. Un dernier temps d'interaction avant de conclure cette séquence. Donc vous, les étudiants engagés qui n'allaient probablement pas faire carrière dans le privé, vous êtes a priori la terreur des directeurs des grandes écoles. Alors je vous dis ça par rapport à une expérience que j'ai vécue moi-même, puisque j'avais été invité dans une table ronde à la conférence des grandes écoles à Montpellier en mois de juin, pour parler avec des collègues des enjeux du vivant, et aussi on avait évoqué la responsabilité que les ingénieurs ont sur l'état actuel écologique, on va dire. Et on a eu beaucoup de réactions, parfois même très virulentes, de directeurs qui nous ont dit « mais vous êtes en train de dégoûter les ingénieurs de leur métier, vous êtes en train de faire fuir les ingénieurs du privé, le privé a de plus en plus de mal à recruter ». Bon, voilà, ça a été la réaction. Donc, voilà. Et moi, c'est pas du tout mon point de vue. Et je pense qu'au contraire, je rêverais qu'à l'INSA, dans tous les départements, on ait un pourcentage assez important d'étudiants engagés comme vous. Et je rejoins peut-être Aline aussi en disant, et ça rejoint peut-être aussi les aspects robustesse dont on a beaucoup discuté, sur la nécessité peut-être d'avoir une hétérogénéité de nos profils. Et effectivement, peut-être de créer cette hétérogénéité avec des étudiants comme vous, on va dire, et puis mais des étudiants aussi ultra techniques qui puissent aller bien sûr travailler au sein des entreprises. Et je pense que ça peut être peut-être une nouvelle voie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ce que Hubert vient de dire. Après, c'est pas forcément parce qu'on est engagé qu'on n'a pas envie d'aller dans le privé. Moi, je pense que je vais y aller. Enfin, je viens de parents qui sont dans le public et je pense que je vais aller dans le privé, pourtant. Mais oui, il y a un enjeu à nous montrer comment on peut intégrer le système et le changer de l'intérieur. Merci. Deux derniers. Alors, on prend. Je vous invite à des prises de parole brèves et quelques réactions brèves pour qu'on puisse. Alors, qui a levé la main? Oui. Merci. Moi, c'était pour revenir un peu sur la problématique de comment embarquer les étudiants et même plus largement comment embarquer la population. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais quand je suis arrivée à l'INSA, il y a un de nos profs qui nous a parlé du syndrome de l'imposteur. Et je trouve que c'est hyper important, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je ne vais pas m'engager là-dedans parce que c'est pas vraiment mon rôle, je ne suis pas un activiste, ou je ne me sens pas très bien à aller faire des clean walk parce que je ne suis pas quelqu'un de vraiment engagé par nature. Mais en fait, on n'est pas né activiste, on n'est pas né militant, tout ça. Et on n'est pas obligé de passer notre vie à l'être. Je veux dire, on peut très bien aller voir une conférence du Shift Project sans avoir à dédier sa vie à l'écologie, etc. Et c'est ça qu'on doit apprendre à l'INSA, à être ouvert, à aller voir des associations, même si au final on ne va pas y rester toute l'année, on ne va pas s'engager à fond. Ça n'empêche pas de faire des petites actions par-ci ou par-là. Et toute personne dans la population peut, commencer à manger bio sans avoir besoin d'être désignée comme un Khmer vert ou quelque chose comme ça. Et c'est ça aussi vraiment à comprendre, c'est qu'on ne doit pas avoir cette peur d'être un imposteur dans ce combat pour la transition. Tout le monde peut y participer et il faudrait faire comprendre ça aux étudiants aussi. Merci beaucoup de ce commentaire. On prend le dernier commentaire et puis je vous laisserai réagir si vous le souhaitez. Oui, merci. C'était pour, sur les dernières interactions, apporter le point de vue de l'entreprise. Parce que je voulais vous
vous rassurer sur le fait, et c'est plus un message à l'attention des étudiants qui hésiteraient à s'engager pour le coup. Ce qui sera efficace en matière d'influence, ce sera plus le nombre que l'intensité de l'engagement. Donc il faut être nombreux à avoir à la limite un petit peu d'engagement et surtout par contre ne pas hésiter à le faire. La stratégie de l'entreprise, elle est basée sur ce que les parties prenantes apportent, les investisseurs, les clients, les autorités, mais aussi les collaborateurs. Et les étudiants, vous êtes des futurs collaborateurs. Alors il y a des entreprises qui les négligent, mais celles-ci, elles ont un avenir assez limité. Et celles qui les favorisent, en tout cas, le plus vous envoyez de stimuli sur le fait que ce sont des sujets qui vous importent, le plus tôt, c'est-à-dire dès que vous rencontrez les entreprises dans le monde de l'étudiant, quand elles viennent à votre rencontre pour se présenter, lors des entretiens, et puis ensuite, une fois que vous y êtes, tous ces stimuli, ils sont récupérés, et ils font partie des analyses des enjeux, et je peux vous dire que ça compte. À un moment ou un autre, ça compte. Merci beaucoup, Julien. Je vais être obligé de stopper la séquence pour, si vous voulez réagir, une dernière réaction. Puis on va clore ce temps. Non, moi je voulais juste encore une fois vous remercier et vous dire à quel point ça m'a énormément inspiré de savoir qu'il y avait une telle assemblée qui se crée à l'INSA et ça me donne beaucoup d'espoir. Et je pense qu'au vu de la situation du monde, il nous faut aussi de l'espoir et comme je disais tout à l'heure, de la joie pour faire avancer les choses. Donc j'espère, voilà, je vous en envoie et bon courage et j'ai hâte de voir les résultats de ce que ça va donner. Merci, bravo. Alors, merci beaucoup de votre présence. Et puis, je mets en exergue, je me permets de le faire, un grand merci à nos étudiants qui sont là, au vu de ce qui s'est dit.